Voilà, bonjour à tous. On voit les participants qui commencent à nous rejoindre. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite l'introduction. Donc, moi, je suis Joanne de l'équipe 50 Partners. 50, c'est une structure d'accélération de financement de startups dans l'impact et dans le digital. Et on organise, pour vous donner un peu de contexte, régulièrement en interne des sessions un peu comme ça où on propose à des experts ou à des gens qui sont dans des secteurs très particuliers d'intervenir pour un peu nous aider à comprendre quels vont être les grands enjeux de ces secteurs clés du monde de demain. Et en fait, dans ce contexte-là, on a eu envie de l'ouvrir à tout le monde et de le rendre public parce qu'on s'est dit que c'était déjà intéressant de prendre un peu de hauteur sur le secteur de la food tech, dont on parle beaucoup en ce moment. Et c'était aussi intéressant de mettre en avant une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs qui donnent un peu envie de se bouger, qui donnent un peu envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et du coup, pour parler de tout ça, on a la grande chance d'avoir avec nous des super intervenants. Donc, on a la chance d'avoir Michel de Rovera, qui est le cofondateur de Michel et Augustin, les Trublions du goût. Donc, je pense que quand même tout le monde connaît. C'est une super belle success story française. Nous avons également la chance d'avoir Mickaël Aubertin avec nous. Mickaël, qui est le cofondateur de Good Goût. Good Goût, je pense pareil que tout le monde connaît, c'est une marque d'aliments bio pour bébés, qui est aussi une très très belle success story française qui a récemment été revendue. Et tu es également, Mickaël, un business angel très actif. Donc tu as les deux casquettes, ça va être intéressant d'en parler tout à l'heure. Et Jérôme Raillet, on a la chance d'avoir Jérôme. Toi, Jérôme, tu es aussi entrepreneur dans un autre secteur que la food tech. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que tu es passionné par la food et que tu as eu envie de lancer un fonds dédié à la food tech qui s'appelle Highflyer Capital. Et du coup, ce sera aussi super intéressant d'avoir ton regard d'investisseur aujourd'hui dans les échanges qu'on va avoir. Et on a aussi Shiraz, Shiraz qui est avec nous, qui est analyste chez 50 Partners. Donc Shiraz, en fait, va nous permettre de lancer un peu la discussion, parce qu'en introduction, on avait envie de vous proposer quelques chiffres clés sur le secteur, sur son évolution récente, pour qu'on ait un peu tous une base de discussion commune. Et du coup, je propose à Shiraz, si tu veux, de commencer tout de suite et nous partager ton écran. Voilà, super. Je te laisse la parole. Ok, super. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, je vais vous partager quelques infos sur le milieu de la food tech pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui et pour tous être sur un pied d'égalité. Donc, la première question, c'est pourquoi on parle tant de food tech aujourd'hui? Donc, effectivement, le monde de la food tech est en pleine ébullition. Donc, je vous propose de vous partager quelques actualités des dernières semaines pour que vous vous rendiez compte de tout ça. Donc, effectivement, on constate tout d'abord un réel shift vers le plant-based et les alternatives aux protéines animales. Donc, on a notamment McDonald's qui a récemment lancé une ligne de burgers à base de plantes, ou encore l'ouverture du premier restaurant de viande de culture, ou encore le nombre de végétariens qui double en Allemagne en 4 ans. On a également connu un essor des services de livraison à domicile, donc avec des introductions en bourse de Instacart et DoorDash, qui sont des gros services de livraison de produits alimentaires. Et enfin, on voit de plus en plus d'acquisitions en cours en ce moment, avec Nestlé qui a fait 2 acquisitions seulement dans ces 2 dernières semaines, et de gros acteurs tels que Walmart ou Rakuten qui cherchent à croître et sceller de nouveaux partenariats. Donc, comme on peut voir, le milieu de la food tech est en constante évolution, mais finalement, qu'est-ce que la food tech? Donc, la food tech, c'est tout simplement l'ensemble des entrepreneurs et des startups qui innovent dans le domaine alimentaire, donc de la production jusqu'au consommateur final. Finalement, c'est un secteur qui est très vaste et qui regroupe plusieurs sous-secteurs, 6 sous-secteurs pour être précis. Et donc, pour cela, on va se baser sur la segmentation très pertinente de Digital Food Labs pour vous en faire part. Donc, le premier sous-secteur de la food tech, c'est l'agtech, qui sont tout simplement toutes les innovations dans le domaine de l'agriculture, telles que les fermes verticales ou les fermes urbaines, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On a également les startups food science, qui sont les startups qui développent de nouveaux produits alimentaires, donc notamment le plant-based, le insect-based ou encore la viande de culture. On a également les startups du retail, qui sont les startups qui innovent dans la distribution alimentaire. Donc, ça peut passer de l'intégration du digital dans la supply chain ou encore à l'amélioration de l'expérience client en magasin, par exemple.
les startups du delivery, qui sont les startups qui répondent aux grands défis de la livraison alimentaire. Après, nous avons les startups du food service, qui sont les startups qui améliorent la gestion des entreprises de restauration. Donc, ça passe notamment par des logiciels d'encaissement ou la gestion RH des restaurateurs, notamment. Et enfin, les startups dans le coaching qui permettent de mieux gérer son alimentation, telles que, par exemple, des startups connues telles que Foodvisor ou encore des DNVB qui se spécialisent dans la nutrition personnalisée ou les compléments alimentaires, par exemple. Donc, avec toutes ces sous-verticales, on se rend compte que la foodtech, c'est effectivement un secteur énorme qui est en pleine expansion. Donc là, on peut voir que le chiffre d'affaires de la foodtech dans le monde devrait atteindre 250 milliards de dollars en 2022. À droite, on voit aussi que l'investissement mondial dans la foodtech atteint 16,3 milliards d'euros en 2019. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le 6e secteur en termes de montant investi en 2019 en Europe et aux US. Si on regarde maintenant de plus près les chiffres clés de la foodtech en Europe, on constate que 2,4 milliards de dollars ont été investis dans les startups foodtech en Europe en 2019. Ce qui veut en fait dire qu'un investissement sur 6 dans la foodtech est fait dans une startup foodtech européenne. On voit également que le montant total des investissements est en forte croissance, donc tel qu'on peut le constater sur le graphique. Et enfin, si on regarde de plus près les pays, ce sera le UK qui est le leader de la foodtech en Europe, mais suivi de la France directement en 2e position. Donc, si on se concentre sur l'état de la foodtech en France cette fois-ci, on constate que les investissements dans les startups foodtech françaises sont en forte augmentation. Donc, on a plus 66% de montant investi en 2019 par rapport à 2018, ce qui représente aujourd'hui 400 millions d'euros. On voit également que les investissements se concentrent principalement dans le food service, qui sont donc, pour rappel, les innovations au service des restaurateurs, et dans l'agtech, qui sont les innovations dans le domaine de l'agriculture, tel qu'on peut le constater sur les cercles bleu clair et bleu foncé sur le graphique. Et enfin, pour vous donner un ordre de grandeur, Insect, qui est une start-up française de production d'insectes, est le plus gros investissement dans la foodtech française ces 2 dernières années, avec des levées consécutives de 125 millions de dollars en 2019 et 224 millions de dollars le mois dernier, en octobre 2020. Donc effectivement, comme on le sait, la Covid a bousculé le secteur de la foodtech et a laissé place à de nouveaux enjeux sur le marché, donc dans tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Donc, si on regarde un petit peu du côté des producteurs et des agriculteurs, on constate une réelle pénurie de la main-d'œuvre. Donc, pour vous donner quelques chiffres, avec 15 à 20% des récoltes en moins pour les producteurs pour cause d'une main-d'œuvre insuffisante pendant le premier confinement. On observe également un changement des comportements alimentaires des consommateurs qui ont été d'autant plus accentués depuis le Covid. Donc, selon une étude menée par Ipsos, 93% des Français déclarent faire davantage attention aux qualités nutritionnelles des produits ainsi qu'à leur origine depuis le confinement. On constate également une rigidité des canaux de distribution traditionnels. Donc, comme on peut l'imaginer, les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus compter sur des canaux de distribution uniques et doivent se diriger vers d'autres alternatives. Et enfin, on constate une inefficacité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, la rupture de l'approvisionnement de par notamment la fermeture évidente des restaurants a entraîné un relâchement dans la fiabilité de l'étiquetage des produits, ce qui laisse place à de nouveaux enjeux, notamment de sécurité et de traçabilité alimentaire. Donc, je donne à présent la parole à Joanne et à nos 3 invités pour connaître leurs perspectives sur ces nouveaux enjeux et en apprendre plus sur les tendances et opportunités du futur dans le secteur de la foodtech. Merci beaucoup. Super, merci Shiraz. Ça nous permet d'avoir une base commune de discussion hyper intéressante. Alors, peut-être pour commencer, donc là, Shiraz, tu nous parlais, ton dernier point, c'était effectivement l'impact de la Covid sur ce secteur-là. C'est un secteur qui est énorme, l'impact forcément est très fort et ça, tout le monde le sait. C'est un impact économique, c'est un impact sur le changement des mentalités, c'est un impact aussi pour certains qui ont carrément des changements de business model ou des pivots. Donc là, on avait, je pense que tout le monde a un peu envie d'entendre votre avis les uns les autres sur la situation actuelle de vos entreprises ou de celles que vous suivez de près. Comment est-ce qu'ils vivent la Covid? Peut-être pour commencer, Michael,
toi, en tant qu'investisseur, tu suis quand même pas mal de projets dans la food tech. Est-ce que tu as envie de commencer à nous en parler? Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toutes les deux. Ce qu'on peut dire sur cette question de l'impact de la Covid sur le secteur, c'est peut-être commencer par enfoncer une porte ouverte. Quand on parle de l'alimentaire, on parle d'un secteur qui est résilient, puisque le besoin de s'alimenter, c'est un besoin qu'on ne peut pas décaler, comme le besoin de renouveler un ordinateur ou d'acheter une voiture. Donc, c'est un secteur qui n'est pas cyclique et on peut s'en réjouir parce que ça donne une vraie forme de stabilité aux entreprises. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas vraiment couvert la réalité des entreprises parce qu'en fonction des positionnements des entreprises, on a des réalités extrêmement différentes. On a une hétérogénéité des cas qui est énorme. Quelques exemples, des secteurs comme la food delivery, donc on bénéficie de la fermeture des restaurants et des cantines. Des secteurs comme la grande distribution ou les marques, qu'elles soient d'ailleurs de marques de multinationales ou de start-up, ont elles aussi bénéficié du nombre de repas pris à domicile bien plus important qu'en temps normal. Mais à l'inverse, toutes les boîtes positionnées dans l'écosystème de la restauration, dans l'écosystème du tourisme pour la partie gifting, donc les alcools qui sont amenés en cadeau, les champagnes, les chocolats qui sont achetés par les touristes, on a plutôt des boîtes qui sont sinistrées. Donc il y a vraiment une réalité très différente en fonction à la fois des segments dans lesquels les startups sont positionnées, mais aussi des circuits de distribution qui sont utilisés. Merci, Mickaël. On avait perdu Michel qui vient de nous retrouver. Effectivement, c'est ce que tu dis, Mickaël, il y a des impacts qui sont très, très différents entre des boîtes qui sont impactées, qui sont en frontale, dont leur business ont fermé dans la food tech et d'autres peut-être plus digitalisées, qui surfent sur la vague. On pense au delivery, mais il n'y a pas que ça. Toi, Jérôme, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie de réagir à ça? Oui, ben merci pour l'invitation également. Bien évidemment, l'impact dans l'univers du food, il a été relativement considérable, même si, comme le soulignait Mickaël, il y a une résilience du secteur de l'alimentaire, il faut bien se nourrir. Mais bon, c'est vrai que la fermeture des restaurants en mars, le télétravail aussi a poussé, en fait, ça a eu un impact considérable sur tout l'univers de ce qu'on appelle le food service, c'est-à-dire la restauration hors domicile. Donc, c'est un impact qui a été relativement énorme, en fait. Donc, toutes les sociétés qui bossaient ou qui bossent avec la CHR doivent trouver des solutions, ou ont dû trouver des solutions, éventuellement se repositionner, etc. Les entreprises qui bossaient avec la grande distribution, alors là, je mettrai un tout petit bémol par rapport à ce que disait mon ami Mickaël, c'est que, bien évidemment, les grandes marques, les Tropicana, les Nestlé, etc., ça s'est très bien vendu, ça a très bien marché. Pour les petites entreprises et les startups qui bossaient avec la grande distribution, il y a eu quand même en avril-mai un gros drop lié au fait que les grosses enseignes n'ont pas vraiment joué le jeu au départ avec les petites boîtes. Ça se comprenait un petit peu, quoi. Il fallait mailler tout le territoire immédiatement. Bon, il y a eu un peu des craintes, quoi, de la part de la grande distribution de travailler avec des petites boîtes. Donc, il y a eu beaucoup de projets qui sont mis en off à ce moment-là. Alors, je dois dire que c'est reparti sur le deuxième confinement, enfin le semi-confinement, là, c'est pu repartir. Donc, voilà, la grande distribution a rejoué son rôle pour les jeunes entreprises. Bon, voilà, alors les petites boîtes, les startups savent souvent de la résilience, elles savent faire le dos rond, elles savent être agiles. Lorsqu'elles viennent de lever des fonds, elles ont un peu serré les coups et bon, ça permet d'avoir une vision à un peu plus long terme quand même. Donc, celles qui avaient levé il y a longtemps, c'est plus dur, mais celles qui viennent de lever, en l'occurrence, c'est celles que je peux connaître a priori, puisque pas longtemps qu'on investit. Bon, ça va à peu près, quoi, par rapport à ça. Bon, mais dans cet univers, malgré le Covid, on peut considérer qu'il y a eu quand même des énormes opportunités dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mickaël parlait du delivery. C'en est une, mais il y en a d'autres, quoi. Il y a eu des opportunités, etc. Absolument. Et Michel, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça.
effectivement, on n'a pas envie de tomber dans l'optimisme débordant dans ce contexte, mais quand même, en fait, la crise, tu disais quand on préparait ce webinaire que c'était un révélateur. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, peut-être deux choses. Peut-être une chose à redire qui est évoquée là, c'est de dire que quand on a démarré le premier confinement, il y a eu un certain nombre de questions de dire est-ce que la chaîne alimentaire va tenir? Est-ce qu'il y aura encore des pâtes? Est-ce qu'il y aura encore des soupes dans les rayons? Bon, et 6 mois, et cette question paraît loufoque aujourd'hui. Et je trouve que ça remet en avant l'espèce de miracle de la grande distribution en France, qui est quand même une organisation exceptionnelle, qui fait que tous les jours, il y a des milliers de références qui sont disponibles dans chacun de nos magasins. Et ces magasins sont partout en France. Et donc ça, au-delà de la certaine rigidité à laquelle faisait allusion Shiraz, il y a quand même un miracle de la grande distribution française qui est un outil d'une performance véritablement exceptionnelle. Et je ne dis pas ça pour lécher le dos de nos chers clients, mais juste parce qu'effectivement, je pense qu'il faut vraiment s'en souvenir, c'est assez exceptionnel, même si, effectivement, comme le disait Jérôme, moi, je l'ai vu à travers des petits acteurs, voilà, que ça soit sur leur marché, que ça soit Michel Augustin, que ça soit d'autres marques que je suis comme investisseur ou comme accompagnateur dans Réseau Entreprendre, où effectivement, certaines petites marques ont eu un peu de mal à garder leur place en rayon parce que le focus, c'était être sûr qu'il y ait des pâtes Barilla et qu'il y ait des yaourts Danone dans les rayons plutôt que de mettre en avant telle ou telle marque un peu pointue et innovante. Et voilà, donc ça, c'était peut-être le premier commentaire que je voulais donner. Le deuxième, c'est effectivement, oui, il y a un côté vraiment révélateur dans cette énorme crise du Covid des forces et de certaines faiblesses de ces entreprises qu'on connaît bien. Si je prends un exemple que je connais bien, même si je n'en suis plus qu'administrateur aujourd'hui, je crois que le côté Michel Augustin, la diversité du portefeuille de Michel Augustin a quand même pas mal aidé à passer cette crise. Ça a aussi, pour Michel Augustin, je trouve qu'on voit aussi les challenges qui sont peut-être rattraper un peu de retard sur le digital, le drive, la livraison à domicile, où je pense que s'il y a une entreprise en France qui se pose encore la question de est-ce qu'il faut aller à fond sur le digital dans la distribution alimentaire, je pense que là, je ne sais pas qui ça pourrait être, la personne qui se poserait cette question aujourd'hui, tellement on a vu qu'au-delà d'une tendance qui date de plus de 10 ans, c'était un impératif chaque jour plus important et qu'il n'y aura plus de tendance inverse. Il y aura plus je ne vois pas comment cette tendance-là pourrait revenir en arrière. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est des bons exemples. C'est-à-dire que tu disais aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise de la food tech qui ne va pas considérer le digital. Et il y a plein d'entreprises aussi, on en parle peu. C'est ce qu'on se disait quand on en discutait avant, mais on en parle peu, qui ont en fait non seulement survécu à la crise, mais qui se sont même presque enrichis et développés et renforcés. Et je pense, pour donner un exemple très concret, à une boîte comme Brigade, les fondateurs Florent et Jean qui faisaient du personnel de restauration, d'hôtellerie à la demande avant la crise, forcément hyper sinistrés dès le premier confinement, qui ont réussi en fait à pivoter et à proposer du personnel aussi de soins et de santé avec grand succès, même si c'est le démarrage encore. Donc c'est aussi des beaux exemples d'évolution de modèles qui sont liés à la crise. Et on en parle peu. Donc on avait envie, tu as raison Michel de le souligner, on avait envie d'en parler aujourd'hui. Peut-être vous interroger sur les grands enjeux maintenant, donc le futur. Là, on vient de parler du présent. Il y a des opportunités, il y a aussi un secteur qui est un peu sinistré, comme vous le disiez. Pour parler un peu du futur, je vais peut-être donner la parole à Jérôme. Moi, je voulais juste dire, avant de donner la parole, Jérôme, qu'on a l'impression dans le secteur de la food qu'on a déjà tout vu. Et qu'en fait, la France est un marché super mature parce qu'on adore la bouffe. Voilà. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de changements qui vont arriver. Et Shiraz le disait en introduction, il y a, ne serait-ce que depuis la crise, il y a 93% des Français, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 93% des Français qui font maintenant depuis la crise plus attention aux qualités nutritionnelles des produits et à leur origine depuis le confinement. Alors,
c'est du déclaratif, mais quand même, c'est très très fort. Donc peut-être, Jérôme, si tu as envie de réagir à ça et de nous dire, bah, pour toi, le futur de l'agroalimentaire, c'est dans quel secteur en particulier? Bonne question. Alors 93%, enfin, je ne sais pas, ça m'a l'air effectivement extrêmement élevé. C'est une bonne nouvelle. C'est un peu étonnant, mais c'est une bonne nouvelle. Étonnant, Non, je suis d'accord. je peux donner quelques exemples en fait voilà, plus concrets, hein, de produits et services qui pour moi doivent s'inscrire quand même dans une mouvance, hein, de ce que tout le monde appelle, de ce qu'on appelle la transition alimentaire. Parce qu'on est dans une mouvance de la transition alimentaire, et ça c'est indéniable, les 93% le démontrent. Donc la transition alimentaire, c'est dans plein de domaines, hein. C'est la durabilité, le local, une alimentation équilibrée, personnalisée, voire je sais pas, naturelle, etc. Donc moi, il y a 2-3 trucs comme ça. Il y a tout ce qui est novel foods, dont on a parlé, justement, les protéines alternatives. Je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Il y a, alors, pour les marques existantes, tout ce qui est la relocalisation, le local. Donc, voilà, on a des exemples, hein, dans le portefeuille de boîtes qui produisaient un peu à l'étranger, qui relocalisent leur production en France. C'est une demande des clients, des consommateurs, des distributeurs. Voilà, le concept aussi très vaste, alors là, très vaste de la nutrition personnalisée. Bon, alors voilà, hein, donc en gros, c'est améliorer sa santé grâce à ce qu'on mange. Donc là, il y a plein de projets aussi, et il y a plein de choses à faire, hein, entre les analyses ADN, les analyses de microbiote, les questionnaires santé qui proposent, afin de permettre après de proposer une alimentation un peu personnalisée, voire des compléments alimentaires, voilà, naturels, le CBD, bon, bref, il y a plein de trucs dans ce domaine. Attention à la bulle. Voilà. Et un autre focus peut-être que j'aimerais plus approfondir, c'est voilà, les cloud kitchens. Alors, l'univers des cloud kitchens, dont on parle beaucoup depuis pas mal d'années maintenant, mais en fait qui avec les delivery en fait prend une proportion énorme, quoi, en France, hein. C'est un marché considérable qui va faire 6 milliards probablement l'année prochaine, le delivery. Voilà. Et donc il y a beaucoup de modèles de cloud kitchen qui coexistent dans le monde et en France. Alors, si j'en prends, voilà, moi je pense qu'il y a 3 modèles principaux, hein. Il y a un modèle avec des cuisines, une cuisine, une marque, ou alors une cuisine, plusieurs marques. Donc pas de restaurant. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de clientèle, hein, qui va venir dans votre établissement. Voilà, et bien sûr basé derrière qui travaille avec les plateformes et les agrégateurs de livraison. On a un autre modèle, peut-être, donc ça, parmi ces premiers exemples, hein, on peut citer Kitchen Club, qui était un des premiers en France, Panorama Group ou bien Taster à l'époque. Un deuxième modèle qui est un peu plus récent, là, qui est pas mal, qui est d'avoir des espèces de hubs avec plusieurs marques et des points de delivery un peu partout dans le territoire. Donc voilà, avec des cuisines ultra light à plein d'endroits. Donc là, il y a un service assez connu qui s'appelle Kitopi dans les Émirats, qui est un des premiers à faire ça. Il y a un Frishti, historiquement, pouvait tourner comme ça aussi, on peut dire, même si ça a pas mal évolué depuis. Voilà. Puis un troisième modèle, voilà, qu'on peut appeler des hubs logistiques, où là, c'est plutôt de l'immobilier. C'est je loue mes cuisines à des restaurateurs qui veulent se lancer. Voilà, donc là, il y a gros acteurs immenses, donc il y a pas mal d'immobilier là-dedans, parce que ça fait penser un peu au coworking, au co-living. Donc il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui se sont lancés là-dedans, et des opérateurs de hubs, dont le plus gros, c'est cloudkitchens.com, monté par le fondateur de Uber, ou au UK, par exemple, Karma Kitchen, qui vient de lever la semaine dernière, il y avait un article intéressant, ils cherchaient 3 millions, ils ont levé 252 millions. Voilà. Ouais, sur une partie immobilière, une immense partie sur une partie immobilière, en fait, sur leur partie opération, peut-être beaucoup moins. Donc voilà, ils louent des cuisines avec tout un service de digital, etc., où les restaurateurs n'ont qu'à s'installer finalement. Voilà, les agrégateurs historiques comme Deliveroo aussi ont leur service avec Deliveroo Édition. Voilà, donc ça, c'est les 3 grandes familles. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, beaucoup d'innovations encore à apporter, voilà, avec un prérequis quand même de faire des trucs qui sont bons, hein, à manger. C'est la base. Hein. Voilà. Voilà pour ce.
Ouais, Oui, le bon, tu le disais, hein, Jérôme, c'est important. Le futur de la food, on l'espère, gardera cette dimension importante. Peut-être Michel pour réagir là-dessus, parce que toi, le bon, c'était un peu ton, c'était un peu ton credo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, les tendances de la food tech dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier dont tu as envie de parler maintenant? Peut-être? Moi, je vais vous parler de ma vie d'abord. Moi, j'ai grandi avec un papa qui vivait à moitié à Paris et à moitié à Perpignan. Et la moitié de sa vie à Perpignan, il était arboriculteur et viticulteur. Et donc, dès qu'on passait, moi j'ai grandi à Paris, mais dès qu'on allait là-bas, je me retrouvais à compter les pieds de vigne manquants pour qu'on puisse les replanter quelques mois après. Et je me retrouvais à cueillir les abricots fin juin, début juillet, et à participer aux vendanges en septembre. Et donc, moi, forcément, j'ai une forme d'attachement à la terre, d'attachement à l'agriculture qui est très fort, et, et un intérêt très fort pour tous les sujets de traçabilité. De dire, au-delà de beaucoup d'efforts marketing qui ont été faits au cours des 5 ou des 10 dernières années, d'efforts sur les packaging, d'efforts sur les histoires qui sont racontées, je crois qu'il y a maintenant beaucoup de choses à faire sur la réalité agricole et sur trouver des points de différenciation qui viennent d'une agriculture qui soit plus efficace, qui soit en faveur du goût véritablement, qui soit donc choisir les bons cépages, choisir les bonnes espèces de fruits, de légumes et autres pour pouvoir faire les meilleurs produits et être capable d'expliquer ça au consommateur final. Et ensuite, il y a un sujet de traçabilité auquel moi je suis très attaché, qui est finalement le secteur pharmaceutique nous montre la voie avec ce qu'eux appellent les data matrix, qui est le remplacement du gène code, qui est une invention qui date maintenant de plus d'une trentaine d'années. Le gène code, c'est génial, mais ça dit juste voici tel produit. Ça ne dit pas quel est son numéro de lot ou quelle est sa date de péremption. Et donc, ce que l'industrie pharmaceutique est en train de faire aujourd'hui, de permettre une traçabilité parfaite avec le numéro de lot juste en scannant quelque chose qui ressemble à un QR code, et bien ça, je pense qu'il y a une opportunité, enfin, il nous montre la voie pour répondre à un besoin qui est plus compliqué à faire parce que le nombre d'unités est beaucoup plus important dans l'agriculture que dans la pharmacie, enfin dans l'agroalimentaire que dans la pharmacie. Mais je pense que aller sur cette meilleure traçabilité des produits, des numéros de lot, des durées de vie, enfin des dates de péremption, c'est une opportunité de gérer en amont les problèmes de gaspillage alimentaire. Donc, je trouve qu'on a vu des très belles choses sur le gaspillage alimentaire se créer au cours des dernières années, mais qui sont plus sur des solutions a posteriori pour se dire on a des produits qui sont bientôt périmés, on a des produits qu'il va falloir jeter. Et là, je trouve que cette démarche de traçabilité des numéros de lot devrait permettre de prévenir et de se dire en amont, avant que le produit périme, je vais faire de la promotion, je vais les mettre en avant, je vais casser les prix, je vais faire je ne sais pas quoi pour utiliser au maximum ces produits. Donc, cette traçabilité amont vers l'agriculture et cette traçabilité aval jusqu'au frigidaire du consommateur. Et tu as raison, et là-dessus, on avait vu, je profite d'en parler, une super startup qui s'appelle CB+, qui est justement positionnée là-dessus, sur la traçabilité et permettre justement aux produits proches de date de péremption de partir. Donc, c'est un beau projet, ça me fait penser à ce que tu viens juste de nous mentionner. Alors, du coup, tu m'as piqué la start-up intéressante dont je voulais parler dans quelques secondes. Mais effectivement, parce que Laurent Bacot, fondateur de CB+, et fait un travail assez remarquable. Et donc, je suis très impressionné et je suis très admiratif de ce qu'il fait. Ah, bah, j'en dis pas plus alors. Je te laisserai en reparler tout à l'heure pour nous expliquer un peu mieux. Michael, toi, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la food tech dans les prochaines années, selon toi, est-ce qu'il y a, on a parlé de plusieurs sujets déjà, est-ce qu'il y a une autre tendance assez forte dont tu as envie de parler? On peut parler des produits, donc du contenu, de ce qu'on va trouver dans nos assiettes. Et si on regarde les innovations qui sont en train de se lancer ou qui vont émerger, moi je vois deux axes de structuration de nouveaux lancements. Et ces axes, c'est l'impact et le lien. Donc derrière l'impact, pour commencer, on peut voir plusieurs dimensions. Il y a une première dimension qui est réduire l'impact que
l'alimentation a sur l'environnement au sens large. Donc là, il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens-là. On peut penser sur le thème des protéines à tous les régimes qui montent en puissance, comme le régime végétarien, vegan ou flexitarien, et qui visent à prendre en considération des dimensions éthiques, donc sur le traitement des animaux, mais aussi l'impact que l'élevage a sur les rejets de CO2 et autres. Et on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui proposent des solutions végétales qui soient à la fois végétales et bonnes. Je pense à des marques comme Bindi, comme Les Nouveaux Fermiers, qui sont une version de Beyond Meat française, et également d'ingrédients qui vont permettre à des solutions food service de proposer des produits végétariens ou véganes. Par exemple, une marque qui s'appelle Yungo, qui vient de rejoindre notre accélérateur Fifty Partners Impact, et qui propose des blancs, de l'œuf, une alternative végétale à l'œuf. Donc, il y a aussi sur le thème, sur les gens qui ne souhaitent pas renoncer à la viande, on voit qu'il y a quand même pas mal aussi d'initiatives qui veulent améliorer le bilan carbone. Et tu parlais tout à l'heure d'Insect ou d'Innovafeed qui a des montants records pour introduire les insectes dans l'alimentation animale. Ça participe aussi de cet élan-là. L'impact, il est sur l'environnement, mais il est aussi sur sa santé, sur son corps. Donc là, l'alimentation étant notre première médecine, tout le monde sait maintenant que ce qu'on nourrit, ce qu'on ingère tous les jours dans notre corps a un impact sur notre santé. Donc, les traductions de ça, très concrètement, c'est le bio. Alors, pour illustrer cette thématique-là, que je connais bien, puisque Good Good est une marque 100% bio, quand on a lancé la marque en 2010, les gros leaders, donc les Nestlé Danone, qui détenaient 90% du marché, regardaient ça avec beaucoup de condescendance et en gros avaient une approche qui disait que ça ne servait pas à grand-chose le bio. À l'époque, on avait 3% de part de marché sur le bio en France pour le baby-food. Aujourd'hui, Nestlé a une gamme bio, Danone a une gamme bio et on est en train de dépasser les 25-30% de part de marché. Il y a des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre où on est quasiment à 100% de part de marché pour le baby-food en bio. Donc, on voit bien que ces tendances-là, qui étaient des niches, sont en train de devenir des évidences. Et ça va au-delà du bio, c'est-à-dire qu'il y a une attention de plus en plus forte sur les compositions des listes d'ingrédients, sur le fait que les produits qu'on achète prêts à consommer sont moins transformés. Donc ça se traduit par exemple dans le nombre de téléchargements de l'application Yuka ou dans des initiatives comme celle de SIGA sur les aliments ultra transformés ou même sur le Nutri-Score. Comment est-ce que je m'assure que ce que je consomme au quotidien va être bon pour moi? Ça, c'est pour l'impact. Sur ce que je voulais dire sur le lien, alors là, ça s'inscrit dans une tendance qui n'est pas nouvelle. On voit émerger depuis des années les AMAP. Donc, on a des éléments de rassurance sur d'où proviennent les ingrédients que je vais consommer. Et si je consomme bio, finalement, l'étape d'après, c'est j'ai pas forcément envie que ma courgette bio vienne de 10 000 km de là. Donc, je vais plutôt aller privilégier des sources locales. On a des initiatives plus digitales, plus modernes comme Mon Marché qui vont aller proposer de sourcer des produits directement à Rungis, en gros à raccourcir la chaîne de production. Ou des marques comme Omi qui est en train de se lancer, qui va aller directement fabriquer chez l'industriel et avec une démarche très transparente de construction du prix, aller faire en sorte que les prix d'achat de produits de super bonne qualité soient les plus bas possibles en optimisant, en réduisant le nombre d'intermédiaires sur la chaîne. C'est le vrai. Parce que dans la food tech, on intègre parfois d'autres éléments comme les produits d'hygiène, d'entretien, qui sont aussi des biens de grande consommation. Je pense à la marque en moins, qui est une marque de produits d'entretien écolo, et qui va en fait directement sourcer ses produits à l'usine et les livrer dans votre boîte aux lettres. Et puis, sur cette thématique du lien, on a aussi le rapport de proximité avec la marque. Donc, le modèle qui a vraiment fait le succès de l'agroalimentaire au niveau mondial, qui était la marque unique proposée avec le produit unique dans le monde entier à la Coca-Cola, on voit bien que c'est un modèle qui s'essouffle et que de plus en plus de consommateurs cherchent à connaître presque personnellement les porteurs de projets, les endroits où sont fabriqués les produits. Donc, on voit toute une classe de marques DNVB qui sont proposées quasiment exclusivement sur le web. Je pense à une marque comme Ziggy, une marque de pet food formulée par une pointure des vétérinaires.
Donc, il y a ce rapport de proximité qui va être développé à la fois dans les communautés sur Instagram, sur Facebook et autres, et la personnalisation dont parlaient nos deux acolytes un peu plus tôt, de façon à ce que les produits que je consomme soient les plus proches possibles de mon besoin et de mon écosystème. Donc pour moi, voilà, les deux mots qui structurent le produit, c'est impact, lien. Et je pense qu'autour de ces deux thèmes-là, on a déjà une capacité d'innovation assez énorme pour les années à venir. Et merci Mickaël, parce qu'effectivement, tu as mentionné des belles marques. Et à travers vos témoignages à tous les trois, on voit que il va se passer encore plein de choses. Vous avez parlé de DNVB, l'importance des marques, le delivery, la traçabilité, le bio, le local, le plant-based, et ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a plein de questions d'ailleurs qui commencent à arriver là-dessus. Un point, je pense, important à mentionner maintenant, c'est pour que tout ça se réalise, que toutes ces tendances prennent vie. En fait, il faut qu'il y ait un écosystème derrière. Il faut qu'il y ait souvent une question de financement. Il y a une question de Juliette Caron qui dit sur le sujet du passage à l'échelle, effectivement, de la petite idée au gros business et à la tendance qui se concrétise, il y a quand même un monde. Peut-être là-dessus, sur l'écosystème, Michel, si tu as envie d'en dire un mot, je voulais juste que tu nous rappelles quand toi, tu as monté Michel Augustin il y a 15 ans, comment était l'écosystème et si tu as envie de dire un mot un peu sur l'évolution de ton point de vue, avec ton regard. Non, et effectivement, ce dont on avait échangé, c'est de dire il y a 15 ans, des fonds comme celui de Jérôme aujourd'hui, dédiés aux startups de l'alimentaire, n'existaient pas. Et donc, pour nous, c'était l'un des énormes challenges avec Augustin quand on a démarré la boîte, c'est de trouver des investisseurs qui pouvaient être intéressés par une startup dans le food, alors que tout le monde regardait des startups Internet ou des startups dans d'autres sujets. Et donc, et effectivement, à l'époque, on parlait nous, pour financer initialement Michel Augustin, ce qu'on a fait, c'est taper moi, mon frère, ma sœur, nos amis immédiats, notre réseau plus ou moins immédiat. Et puis, finalement, on est tombé sur le Family Office de François Pinault assez vite. Bon, mais qui n'avait pas de spécialité agroalimentaire. C'est plus un coup de cœur de l'équipe, un coup de cœur mutuel entre l'équipe d'Artémis et Augustin et moi. Et donc ça paraît assez hallucinant. Le changement en 15 ans là-dessus est juste hallucinant parce que maintenant, effectivement, des fonds dédiés à l'agroalimentaire, que ça soit sur la partie start-up ou que ça soit jusqu'au LBO, finalement, des fonds dédiés à l'agroalimentaire existent à chaque stade de financement. Et ça, c'est une révolution assez incroyable. Donc, et j'ai l'impression que c'est une chance pour le développement du marché français. Mais ça, Jérôme saura mieux en parler que moi. Ouais, justement, Jérôme, peut-être tu as envie de réagir là-dessus. C'est pourquoi peut-être nous raconter, tu as monté un fonds dans la food tech. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce secteur-là? Comment tu vois les choses d'un point de vue financement et peut-être ton regard sur l'écosystème, tout simplement, les projets que tu reçois en tant qu'investisseur? Michel disait il y a 15 ans, il n'y avait pas d'acteurs de financement dédiés, etc. Honnêtement, moi, quand j'ai monté ce projet fin 2018, début 2019, des acteurs entièrement dédiés au food tech, je ne sais pas, ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, alors aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On voit que des fonds plus classiques, qui faisaient de la tech ou autres, investissent beaucoup également dans le food et la food tech. C'est parce que la food, il y a beaucoup de tech aussi, il y a beaucoup d'innovation tech, on pourra en parler juste après. Bon, l'écosystème en France, il est très structuré, il y a énormément d'accélérateurs, incubateurs dédiés food depuis quelques années, Vitagora, Smart Food à Paris, à Lille, Eura Santé avec un département food, Scale9 dans le Grand Est, j'en passe, il y en a plein. La BPI qui a joué un rôle incroyable aussi dans ce secteur. Donc bon, il y a un écosystème qui est très fort. Et des porteurs de projets, il y en a énormément. En fait, c'est peut-être comme moi aussi. Pourquoi j'ai fait ce fonds dans le food, c'est c'est une passion personnelle. Et puis, il y a des opportunités. Voilà. Donc, passion, opportunité égale
vas-y, quoi. En fait, je pense que les entrepreneurs, ils doivent penser comme moi. Ils disent, c'est un secteur avec des opportunités, pourquoi il faut y aller. Alors, il y a beaucoup de projets par rapport à ta question. Enfin, moi, j'ai reçu à peu près 300 dossiers là, en 1 an et demi que j'ai regardé dans le secteur food tech. Et il y en a, alors c'est intéressant, les stats, quoi. J'ai à peu près j'ai un tiers des dossiers reçus, un tiers, c'est sur des marques. Donc, brands, j'appelle ça brands, des marques, donc des produits. Voilà. Il y a après, en deuxième et un peu plus loin, là je regarde mes petites notes, 12%. 12%, donc je chute de 33 à 12. C'est tout ce qui concerne la digitalisation dans les points de vente. Bon, de la tech, quoi, des outils pour digitaliser un peu le recrutement, digitaliser les process d'hygiène, digitaliser la production, digitaliser les appros avec les fournisseurs, digitaliser la prise de commande. Voilà, ce qui ne se faisait pas, il y a des bornes par exemple, etc. Donc ça c'est le deuxième secteur. Le troisième, quasiment égalité, c'est le delivery, tous les services de delivery, B2C ou B2B. On investit par exemple dans 2 boîtes dans ce secteur, hein, c'est livrer les entreprises en lunchbox, etc. Tout simplement. Donc faire office d'une cantine, par exemple cantine digitale. Donc il y a beaucoup de projets également dans le domaine du delivery. Puis, je ne vais pas tous les faire, mais celui qui arrive juste après 8% des dossiers reçus, donc tout ce qui est marketplace, e-commerce, en fait. Donc, une DNVB, par exemple, je le mets là-dedans aussi. Voilà, donc, un petit 10% des dossiers, c'est ça. Le commerce et le retail online. Voilà. Puis après, j'ai des catégories comme la nutrition, on en parlait tout à l'heure, dans lequel j'ai les compléments alimentaires. Il y a beaucoup de dossiers. Là, comme ça fait 18 mois, il faudrait que je fasse sur les 3 derniers mois, mais il y a eu beaucoup de dossiers de compléments alimentaires ces 6 derniers mois, disons en tout cas, 2020. Novel Foods, c'est des protéines alternatives. Pareil, il y a de plus en plus de dossiers. Hein. J'en ai vu récemment 3-4 en 15 jours. Poisson, œufs de poisson, viande, poulet, voilà, c'est un secteur un peu majeur dans ce domaine. Voilà, ce que j'appelle green transition, voilà, la transition écologique. Alors, par exemple, tout ce qui est recyclage des box, par exemple. Il y a beaucoup de projets dans ce domaine. Voilà, et ça en fait partie. Voilà pour les catégories, mais on voit bien quand même que donc les marques, les porteurs de projets qui lancent des marques, des produits donc on va manger, c'est quand même largement en tête, avec beaucoup d'innovations, produits, etc. Et c'est bon signe, je trouve, parce que voilà, dans Food Tech, il y a food. C'est pas mal. C'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, parce que ça rejoint vachement ce que disait Mickaël tout à l'heure sur l'importance des marques et le fait qu'aujourd'hui, finalement, dans la food tech, la marque devient un asset. Les gens ont envie de savoir un peu ce qui se passe derrière les produits qu'ils achètent. Et le fait de faire confiance à des marques, historiquement, c'est toujours été ça, mais ça revient de façon assez forte. Et dans la food tech, comme tu le dis, Jérôme, donc ça, c'est hyper intéressant. Et toi, Mickaël, t'es aussi, tu reçois, j'imagine, pas mal de dossiers parce que tu es un business angel assez actif. En particulier dans le secteur de la food tech. Pour toi, l'écosystème, il est comment tu devais remonter une boîte aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais ou tu aurais envie de repartir dans la food tech? Je pense que c'est un bon écosystème. Alors, bon, la food tech, comme le disait Jérôme, on y vient souvent par passion. Et moi, c'est mon cas, j'y suis rentré pour ça et je reste passionné. Si je me remémore 10 ans en arrière, quand j'ai démarré Bout de Goût, moi, le financement, c'est un peu comme ce que disait Michel, le financement, c'est la vente de mon appart. Et puis 3 ans plus tard, j'ai levé des fonds, j'ai eu un peu moins d'1 million. Et là, c'était soit les gens que j'avais croisés à l'époque, c'était des investisseurs généralistes ou de gros business angels, là aussi passionnés. Si je compare à maintenant, sans paraphraser les camarades, il y a plein d'incubateurs, d'accélérateurs qui vont être spécifiques sur la food tech et qui vont permettre aux porteurs de projets sans financement de se lancer. Il y a des fonds comme celui de Jérôme qui a été pionnier, qui vont aller capter des projets assez early stage. Et puis des fonds comme Fresh Food Capital qui vont être capables d'accompagner des projets à maturité. Et si on regarde même derrière, parce que pour que l'écosystème soit viable, il faut aussi qu'il y ait des perspectives de sortie. Il y a aussi de gros acteurs industriels qui sont capables de racheter les startups qui réussissent.
ou d'autres fonds qui vont aller faire du développement du private equity. Donc, on a un écosystème sur le plan financier qui est très, très riche et on a la chance, mais ça existait déjà quand même pas mal il y a 10 ans, d'avoir un écosystème métier qui, pour le coup, est un des plus performants au monde. L'industrie agroalimentaire en France, c'est le deuxième employeur industriel du pays. Et je pense que 2020 et 2021 seront même, vont permettre de dépasser l'aéronautique qui a malheureusement des difficultés dans le contexte qu'on connaît. Mais voilà, il y a un tissu de PME dans toutes les régions qui est énorme. Il y a des centres dans toutes les régions qui accompagnent la R&D de boîtes qui cherchent à avancer. Donc, honnêtement, c'est un moment et un endroit où l'investissement dans la food tech me semble particulièrement prometteur parce que la plupart des ressources dont on peut avoir besoin pour créer une boîte sont là. Il y a du carburant et il y a du savoir. Et puis de bonnes âmes comme les 3 compères autour de la table pour essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée aux projets qui pourraient en avoir besoin. Ouais, donc amis entrepreneurs aux futurs entrepreneurs qui nous regardent, c'est le moment, comme le dit Mickaël, en tout cas il y a un bon carrefour d'opportunités pour aller dans la food tech et lancer quelque chose maintenant dans ce secteur-là. Peut-être, si on rentre dans le concret, vous faire parler d'un projet, d'une start-up que vous auriez vu passer récemment et que vous aviez trouvé intéressante et sur laquelle vous auriez envie de mettre un peu la lumière. Alors, peut-être Michel, j'ai spoilé ton exemple, mais si tu veux en reparler ou si tu veux en parler du... Je vais dire juste un mot. Donc CB+, c'est pas le seul, mais je trouve que c'est effectivement assez impressionnant ce qu'il arrive à faire avec des fonds, j'ai l'impression relativement limités pour l'instant, pour développer cette solution de traçabilité complète, produit, lot, date de péremption. Voilà, donc ça c'est un bel exemple. Je pense que c'est important de mettre en lumière une autre start-up qui se lance avec beaucoup de discrétion et voilà, je pense qu'il faut donner un petit coup de main à ces jeunes qui se lancent. C'est 2MX Organique, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moïse Zohari qui, vous l'avez entendu, lance ce véhicule d'acquisition qui va être coté en bourse dans les prochains jours. Et donc ça, c'est quand même une initiative assez passionnante pour le secteur agroalimentaire avec ce focus sur le bio. Il y a un autre dans les actus. Pas spécifiquement sur l'agroalimentaire, mais ça couvre également l'agroalimentaire. Je crois qu'il y a eu cette levée de fonds il y a quelques jours de Encore Store, qui étaient les fondateurs de A Little Market, qui ont levé ces 25 millions là, il y a quelques jours. Et donc, ils aident notamment toutes ces boutiques épiceries fines et autres à s'approvisionner en petites marques pointues en France, en Europe ou plus loin. Et donc, je trouve que c'est un autre joli cas de place de marché et de start-up qui vont très très vite, puisqu'ils sont lancés il y a 1 an et ils avaient fait une première levée il y a 1 an de tout juste 6 ou 7 millions, je crois. Donc, trois beaux exemples dans l'actu immédiate. Michel, ouais, tu as raison, le dernier exemple est assez flagrant et on voit de plus en plus d'exemples comme ça de projets qui en 1 an passent de 0 à des millions de levées ou de chiffre d'affaires. C'est assez dingue. Jérôme, est-ce que tu veux mettre la lumière sur peut-être un projet que tu as vu passer récemment que tu trouves sympa? En fait, ouais, j'en trouve beaucoup quand même des sympas. On a fait 12, bientôt 14 investissements là, en 18 mois. Bon, c'est pas mal. Non, je pourrais peut-être dire effectivement ce que je racontais tout à l'heure sur les Cloud Kitchen. Je trouve c'est assez effervescent. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur. Donc là, oui, on regarde des dossiers en ce moment voilà, sur cette activité. Bon, donc je n'en dis pas forcément beaucoup plus, mais voilà, c'est un secteur qui nous intéresse pas mal en ce moment, avec d'autres, et je regarde des dossiers en ce moment. Donc on annoncera nos prochains investissements, j'imagine, dans ce secteur très vite. Voilà, sinon, les investissements, il y a plein de domaines. Il y en a un peut-être qui est intéressant, c'est Michel qui parlait tout à l'heure de ça, la durabilité, la traçabilité dans la distribution, dans le food service.
C'est un investissement qu'on a fait l'été dernier, il y a quelques mois, Collective Food, qui s'implante en France. C'est une boîte au UK, mais ils arrivent en France. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de traçabilité entre le producteur de poulet en Vendée et le client final qui est un restaurateur. Donc, ils apportent beaucoup de traçabilité. Ils apportent aussi beaucoup d'innovation dans la distribution avec des containers qui sont placés au cœur des villes, à Londres pour l'instant, à Paris très vite. Donc, ce qui vraiment limite la consommation de transport. Voilà, donc on permet de livrer. Ils livrent un container la nuit, par exemple, et les restaurateurs peuvent venir faire du pick-up au travers d'un container avec ses lockers ou bien avec un last miler, ce qui diminue vraiment l'empreinte carbone de la livraison. Donc, beaucoup d'innovation dans ce domaine avec cette boîte. Comme quoi, en fait, on parle de grossistes dans l'alimentaire qui viennent de Rungis, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'innovation. Il peut y avoir beaucoup d'innovation, même finalement, dans cette chaîne. Donc, on peut recréer des chaînes d'approvisionnement très innovantes avec toujours beaucoup de digital. Voilà, donc c'est possible. Et là, c'est une boîte qui arrive à Paris, qui arrive en France et voilà. Et je lui souhaite plein de succès. On va suivre ça avec attention. Toi, Mickaël, on t'a pas entendu. Est-ce qu'il y a une start-up sur laquelle tu as envie de mettre un peu la lumière? Alors, il y en a plein et on ne va pas avoir le temps. J'ai fait moi une dizaine d'invests sur la food tech, je ne vais pas tout en parler. Dans la logique, je parlais tout à l'heure de limiter l'impact sur l'environnement, il y a un sujet qu'on n'a pas couvert, c'est les déchets, le gaspillage et les déchets, les emballages. Et il y a un secteur qui se développe très fortement, c'est celui du vrac, qui permet de réduire très fortement le recours aux emballages d'une part, et d'autre part d'acheter la juste dose, celle dont on a besoin. Il y a une jolie marque qui est en train de se lancer qui s'appelle Bocoloco et que tu commandes. En fait, tu commandes sur leur site web. C'est le rayon vrac online et livré chez toi de façon éco-friendly. Donc ça, c'est super sympa. Et sur une dimension différente, mais assez intéressante aussi, on parlait de plant-based, d'alternatives végétales à la viande. Il y a un des sujets qui est compliqué à résoudre sur les alternatives végétales, c'est celui du gras, parce que ce qui donne l'intérêt de la viande, souvent, c'est sa texture. Et les steaks végétaux, les mal nommés steaks végétaux, souvent, n'ont pas la même texture parce que le gras végétal fond. Il y a une boîte qui s'appelle 77 Foods qui a développé une techno révolutionnaire qui permet au gras végétal de résister à la chaleur. Et donc, qui, une fois incorporé dans des alternatives à la viande, permettra vraiment d'avoir pas une imitation, mais presque des produits aussi agréables à manger que ceux qu'on connaît pour les amateurs de bons steaks. Donc, Bocoloco, 77 Food. J'espère que les gens qui regardent, c'est l'avantage du webinaire, peuvent taper sur Google les noms de ces projets pour leur donner un peu de visibilité. Ce serait très chouette. Merci à tous les trois. Alors, peut-être une dernière question, parce que je vois le temps qui file et tant mieux que ça file vite. C'est mon signe. Une dernière question à tous les trois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui regardent. Peut-être si vous avez un conseil à partager aux entrepreneurs, alors soit un conseil d'entrepreneur à entrepreneur, soit peut-être un appel à projet, parce que vous, finalement, tous les trois, vous suivez pas mal de projets. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez en particulier envie de voir des entrepreneurs se lancer ou peut-être vous contacter demain? Je vous laisse improviser peut-être. Alors, Jérôme, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux faire un appel à projet ou tu veux partager des conseils? Tu peux faire les deux. Hein. Je peux faire les deux. Je peux faire un appel à projet. Non, mais j'ai parlé de toutes les thématiques tout à l'heure. Donc, finalement, dans toutes ces thématiques, on regarde tous les dossiers. Mais ce que vient de dire Mickaël est très intéressant. Enfin, le gaspillage alimentaire, moi, je pense que tout ce qui tourne autour du gaspillage, il y a énormément de trucs à faire. Donc, voilà, ça m'intéressera. Donc, ça peut être du vrac, ça peut être les emballages, le recyclage, etc. Et il y a une très bonne étude du think tank X-Food, un peu technique, qui s'appelle « Diminuer les pertes et le gaspillage alimentaire ». Donc, voilà, à lire pour ceux qui sont intéressés par le sujet, ça peut donner des idées. Donc voilà, moi je pense que là, il y a un énorme champ d'action dans ce domaine. Et peut-être après aussi, effectivement, Mickaël en parlait aussi, des DNVB, le commerce en général,
le commerce, il y a toujours de l'innovation à faire là-dedans et dans des marques et dans le mode de distribution. Je pense qu'il y a des... Voilà, à vous de trouver le bon produit. Mais si vous en avez un bon, go. Tu vas crouler sous les dossiers alors. Oh, tant mieux. Michel, est-ce que tu veux prendre la parole à ton tour? Est-ce que tu as un conseil C'est amusant parce qu'on a eu la chance de se voir avec Mickaël hier et on a parlé d'un sujet qui est l'apprentissage et l'apprentissage de la cuisine. C'est un sujet qu'on avait beaucoup regardé avec Augustin dans Michel, et toute l'équipe dans Michel Augustin, puisqu'on avait lancé cette initiative pour faire en sorte que toutes les équipes passent leur CAP pâtissier. Et Augustin avait passé un CAP de boulanger, moi j'ai passé mon CAP de pâtissier. Et je trouve que lancer une initiative qui redonne du savoir-faire à chacun pour cuisiner en 3 minutes, pour cuisiner à partir d'ingrédients bruts, à partir d'ingrédients de qualité, aimer le faire, savoir le faire rapidement, savoir préparer un repas pour soi, sa famille, etc. Et ben, je pense que c'est un sujet de santé publique. C'est un sujet pour le bien commun, c'est un sujet assez extraordinaire. Et je sais qu'il y a déjà eu des initiatives et je ne sais pas s'il y en a encore, s'il y a encore un nouveau souffle dans ces initiatives parce que apprendre devant sa télé, c'est pas toujours simple. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin pour être capable de cuisiner mieux, cuisiner moins cher et cuisiner pour avoir une très bonne santé et pour le plaisir tout seul et en famille. Ah, très chouette. Et du coup, j'en profite pour parler un petit clin d'œil à une startup qui fait un peu ça, qui s'appelle Delictus. J'inviterai tous à aller regarder, qui justement essaye un peu d'éduquer à la cuisine, à remettre les gens devant les fourneaux et éduquer autour de ça. Donc, mais tu as raison, il y a encore des projets là-dessus et c'est pas évident pour ces projets-là de se lancer, de réussir, parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout vu, alors que, comme tu le dis, franchement, il y a encore de la place. Super conseil. Et Mickaël, est-ce que tu veux terminer? Tu veux le mot de la fin pour, pareil, soit un sujet sur lequel tu as envie de voir des projets, soit un conseil, soit les deux, que tu as envie de partager? Alors, je profite d'avoir la balle pour publiquement remercier Michel, parce que ma fille de 12 ans, pendant le premier confinement, a passé son CAP pâtissier avec le bouquin de Michel Augustin. Et donc, on a eu à la maison pendant 2 mois une illustration très concrète de ce que Michel était en train de raconter. Et c'était à la fois délicieux, mais aussi des moments hyper forts et intenses en famille d'échange et de partage. Donc, je crois que la cuisine a cette grande qualité au-delà de se faire plaisir, de créer aussi des liens et tisser des liens entre les uns et les autres. Appel à projet, moi j'en vois 2. Le premier, il tient au cœur du bio. Moi, je pense que le développement du bio est fondamental, je l'ai déjà dit. Et un des freins, c'est le prix du bio. Il y a plein de bonnes raisons qui justifient le prix. Hein. En fait, dans la construction du prix, pour produire bio, il y a besoin de plus de bras, plus de main-d'œuvre. Donc, forcément, ça se paie. Donc, il y a un sujet majeur autour de ça qui est la robotisation. Les robots peuvent aider dans l'agriculture à automatiser des tâches difficiles, pénibles ou à faible valeur ajoutée. Donc, il y a un vaste territoire là-dessus à explorer. Et le deuxième, c'est plus un pain point que je vis à chaque fois que je commande sur Deliveroo ou Uber Eats, qui est l'impact, en fait, le gâchis d'emballage plastique. À quand plus de boîtes compostables, jetables, que sais-je, mais quand on a fini un repas sur ces plateformes, on a souvent l'impression d'avoir lancé une ligne de production de bouteilles en plastique, quoi. Et ça, c'est quand même contradictoire avec tout ce qu'on vient de se dire. Donc, je pense qu'il y a aussi sur ces sujets-là matière à réfléchir et à s'améliorer. Mais de façon générale, le petit conseil, parce que tu nous invitais à donner un petit conseil pour les entrepreneurs, s'il y a des primo-entrepreneurs, ce serait quand même un truc que moi j'ai fait le contraire à l'époque, mais c'est d'en parler le plus possible autour de vous. N'ayez pas peur de vous faire piquer l'idée. Parlez-en et vous verrez que l'écosystème est bienveillant et vous aidera souvent à gagner du temps et à brûler des étapes. Donc, parlez de vos projets et lancez-vous. Parlez-nous de vos projets. Ah oui, encore mieux. Encore mieux. On arrive à la conclusion de ce webinaire. Un immense merci à tous les trois d'avoir partagé vos perspectives, vos témoignages. C'était très chouette. Merci à tous les participants d'être venus, à tous ceux qui vont regarder en replay aussi.
C'était génial. J'espère que ça va vous inspirer. On est proche pour ceux qui sont en live du déjeuner. Donc, j'espère qu'autour du déjeuner, vous serez très inspirés. Vous réfléchirez à tout ça et qu'on verra dans les prochains mois des beaux projets autour des sujets sur lesquels Jérôme, Michel et Mickaël ont appelé des futurs entrepreneurs à se lancer. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. Bonne journée à tous et à très bientôt. À très bientôt, j'espère, pour tous les trois. Merci. Bye bye, merci. Merci à tous. Et Bye à bye. tous. Salut. Bye.